nous allons avoir une première discussion ensemble. Ce sont les territoires de plus en plus engagés dans la transition énergétique. Et pour cela, je vous demande d'applaudir chaleureusement les deux hommes qui nous reçoivent pour ce forum, Jacques Attali et Jean-François Fontaine. Je vous demande de bien vouloir les accueillir. Ils me rejoignent sur cette scène. Voilà, Jacques, si vous voulez vous installer. Jean-François Fontaine aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être présents. Je vais vous présenter, évidemment, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, ils sont peut-être peu nombreux. Jean-François Fontaine, vous êtes président de la communauté d'agglomération de La Rochelle et maire de La Rochelle. Et merci de nous recevoir aujourd'hui. Le Forum des territoires positifs est pour la première fois ici, sur ce territoire. Et on va comprendre dans un instant pourquoi c'était également important. Jacques Attali, bonjour. Vous êtes président de Positive Planète, président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive, donc créateur de ce forum. On verra bien sûr que vous avez bien d'autres casquettes tout au long de cette discussion. Alors, je me tourne vers vous d'abord, Jean-François Fontaine. Je voulais déjà vous demander pourquoi vous aviez décidé d'accueillir le forum des territoires positifs ici à La Rochelle. Pourquoi cela faisait sens ? Merci, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Attali, bienvenue à La Rochelle. Merci. Écoutez, nous sommes un territoire qui a subi Xynthia. Il y a guère plus de 10 ans, un quart de la ville de La Rochelle était sous l'eau. L'addition de plusieurs phénomènes, une pente tendancielle de la montée des océans, des grandes marées, et puis un système dépressionnaire qui permettait à l'eau de monter. La ville était envahie en partie. Donc déjà, on a une population qui nous dit « protégez-nous maintenant », c'est de l'endiguement, bien sûr, mais il ne suffit pas de faire cela. Il faut aussi se préparer à essayer de faire que notre comportement ici, à La Rochelle, au sens large, soit un comportement plus vertueux. Deuxième élément, à La Rochelle, il y a depuis très longtemps un engagement sur les valeurs environnementales. On le doit à Michel Crépeau, qui a été le Premier ministre de l'Environnement de François Mitterrand. Et Michel Crépeau avait une vision de l'environnement qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, réchauffement climatique, nous avons émissions carbone qui sont mesurées. À l'époque, c'était plutôt pour une vision humaniste de la société. Il pensait qu'une ville dans laquelle on se déplaçait plus à pied, à vélo, était une ville plus humaine, dans laquelle les relations humaines étaient meilleures. Et puis aussi des problèmes de santé publique, avec des émissions. Voilà. Donc sur un certain nombre de valeurs plus humanistes, il nous a engagés dans cette direction. Et puis, vous savez, le diagnostic, il est posé. Le rapport du GIEC, il est clair. Et nous avons ici, et vous aurez dans la journée, des témoins qui vont nous dire, je pense à Romain Troublé, je pense à Isabelle Autissier, je pense à Gilles Boeuf, qui vont nous dire que les faits ne sont plus contestables. Ils ont vu de leurs yeux la glace fondre, tant en Arctique qu'en Antarctique. Et donc le phénomène qui, il y a 20 ans, 15 ans, je me rappelle des travaux de Al Gore, qui nous disait déjà à l'époque un certain nombre de choses. À l'époque, il y avait un petit peu de déni. Aujourd'hui, c'est devenu très limité. Aujourd'hui, le diagnostic, il est clair. Les solutions, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce qu'après presque plus de 100 ans sur l'énergie du pétrole, eh bien, comment construire l'avenir ? Et nous, en tant que collectivité territoriale, nous avons un devoir. C'est d'investir et pas trop se tromper. Et ça, c'est complexe. On parle d'hydrogène, on parle de moteurs électriques, on parle de stockage. Alors, il y a des valeurs qui sont certaines. La sobriété est une évidence. Mais maintenant, on aura besoin encore d'énergie demain, notamment d'énergie électrique. Et donc là, on a besoin de réfléchir et travailler. Et j'avais été invité l'an dernier par Édouard Philippe au Havre à assister à la réunion qui avait eu lieu. J'avais été intéressé par le niveau des intervenants, par la qualité des intervenants, parce qu'on n'est pas sur une écologie punitive. On est plutôt là pour réfléchir aux solutions qui s'ouvrent à nous demain. Et donc cette démarche m'avait vivement intéressé. En échangeant au Havre, on s'était dit pourquoi pas La Rochelle. C'est pour ça que je suis très heureux de vous accueillir. Vous voyez, on succède à une grande ville, à un maire qui a eu des responsabilités très supérieures aux miennes,
Et voilà, mais en tout cas, merci infiniment d'avoir choisi La Rochelle pour succéder au Havre, pour ces réflexions. Merci. Jacques Attali. Merci beaucoup, Cynthia Bercous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous accueillir. Pour moi, c'est une joie multiple d'être ici. Vous avez évoqué Michel Crépeau, qui était un ami pour moi et que j'ai côtoyé quand il était ministre. C'était un homme délicieux et visionnaire et vraiment un honnête homme à tous les sens du mot et un grand politique au sens le plus complet du mot et accessoirement un homme très cultivé. Vous avez cité Le Havre et Édouard Philippe. C'est vrai que nous avons lancé ce forum il y a 10 ans au Havre parce que je voulais que ce soit dans une ville portuaire, parce que pour moi, la grande erreur française a été de ne pas mettre sa capitale au bord de la mer. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait redonner une place beaucoup plus forte au port. Et au bout de 10 ans, on a pensé qu'il fallait bouger un peu. Et pour moi, ça s'imposait que de venir chez vous, parce que vous êtes vous-même une personnalité très, très attachante et qui a vraiment réussi dans la gestion de sa ville. La Rochelle s'est beaucoup développée et est devenue une ville très attirante, tant pour des industries que pour des touristes ou des vacanciers. C'est vraiment la douceur de vivre de pointe dans la société européenne. Et c'est aussi une ville qui va rencontrer, comme toutes les villes côtières, de grandes difficultés à cause des sujets dont vous venez de parler. Donc pour nous, c'était très, très exemplaire que de venir ici, que de s'associer à cette ville, j'espère dans la durée, peut-être au moins aussi longtemps qu'on l'a fait au Havre, pour faire en sorte de faire prendre conscience de l'importance des territoires positifs. Nous nous battons à beaucoup de dimensions. Vous avez dit, Cynthia, que j'ai beaucoup de champs de bataille, mais le champ de bataille territorial est particulièrement important. Alors, a priori, quand on voit les grands problèmes de la planète, ça peut paraître dérisoire que de s'intéresser à ce que peut faire un territoire pour les enjeux. C'est vrai que vous avez cité Cynthia, je citerai ce qui vient de se passer, ce qui est en cours en ce moment au Pakistan, dont on ne parle pas assez. Pays de 200 millions d'habitants, dont 30 millions d'habitants sont aujourd'hui sans logement, un tiers du territoire du pays, c'est-à-dire l'équivalent de la Grande-Bretagne, le tiers c'est la Grande-Bretagne, et sous les eaux. Et par la succession de la mousson, d'une sécheresse particulière, de températures plus élevées que jamais, ils ont eu 50 degrés pendant plusieurs semaines cet été, et l'accumulation de ça a fait qu'on arrive à une catastrophe qui fait que le pays aujourd'hui est inhabitable, au point même qu'on peut se poser la question de savoir s'il faut réparer les dommages, puisque faut-il réparer les dommages quand on sait que les dommages reviendront à échéance prochaine. En France, on aurait déclaré cette terre inondable, non habitable, et on aurait interdit d'y reconstruire, ce qui est évidemment impossible d'introduire, de reconstruire là où habitent 200 millions de personnes. Donc c'est un enjeu monstrueux dont la seule solution est la sobriété énergétique. Je me permets de préciser, monsieur le maire, moi je suis contre la sobriété en général, mais je suis pour la sobriété énergétique. Aucune sobriété à avoir en matière d'éducation, de culture, de démocratie, de santé, d'alimentation saine, mais par contre, la sobriété énergétique, oui, ça c'est très très important. Et donc, nous sommes très heureux d'être ici pour ajouter à ce cri d'alarme et montrer que les territoires ont un rôle particulièrement important. En particulier, je vais en rester là avant de repasser la parole à Cynthia, que je remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est qu'un territoire, pour des raisons assez mystérieuses d'ailleurs, a plus de temps devant lui qu'un gouvernement. On change de gouvernement de façon très capricieuse et parfois très rapide, alors qu'un maire a du temps devant lui. Il n'est pas toujours réélu, mais enfin, il a quand même du temps. Et donc, il peut lancer des projets longs. Il peut se permettre d'être impopulaire le temps pour ses électeurs de lui être reconnaissant. Ce qui n'est pas facile pour un ministre ou un Premier ministre qui est tout de suite confronté à l'impopularité des décisions souvent difficiles qu'il faut prendre. Le maire a ce temps-là. Et donc, c'est sur les territoires qu'on peut prendre les décisions les plus d'avant-garde, bien sûr dans la limite de ce qu'un territoire peut faire, mais aussi les plus exemplaires et qui peuvent donner des idées aux autorités politiques plus larges. Donc la sobriété énergétique, le développement de ce qu'on appelle, nous, une société positive, c'est-à-dire une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures,
c'est en premier lieu la responsabilité des autorités territoriales. Je termine là-dessus, vous l'avez dit à juste titre, monsieur le maire, on peut se tromper. C'est très important de savoir ça, on peut se tromper, mais le fait de pouvoir se tromper n'est pas une raison pour ne pas prendre des décisions. Même si on peut se tromper, il vaut mieux prendre une décision, parce que si on ne prend pas de décision, alors là, on est sûr de se tromper. Jacques Attali, vous êtes économiste, écrivain, vous avez écrit des dizaines d'ouvrages, notamment un récemment qui s'appelle « L'économie de la vie ». Alors, et puisque c'est notre thématique de ce matin, pour une transition énergétique réussie dans les territoires, comment faut-il encourager ces politiques publiques vers cette économie de la vie et puis évidemment nous rappeler ce que c'est que cette économie de la vie en amont? Je distingue deux concepts. Une société positive, c'est une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Ça va beaucoup plus large dans le champ couvert que l'économie. L'économie de la vie, c'est l'ensemble des secteurs utiles à la société positive. Et on peut distinguer de façon très simpliste l'économie de la mort et l'économie de la vie. L'économie de la mort, c'est tout ce qui tourne, tout ce qui utilise de façon excessive les énergies fossiles, les sucres artificiels, l'ensemble de toutes les formes de drogue, alcool, drogue, etc., tabac, qui, lorsqu'on regarde les chiffres, représentent 60 à 65% du PIB de la plupart des pays du monde, et en France en particulier. Il y a là-dedans l'automobile, l'aérien, la chimie, l'essentiel des vêtements, l'essentiel d'une alimentation et d'une agriculture droguée à la chimie et au sucre, alors que l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'hygiène, l'alimentation saine, les énergies durables, le digital dans la mesure où il est utile à tout ce qui précède, la finance dans la mesure où elle est utile à tout ce qui précède, la culture, la démocratie, la sécurité, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans sécurité, ce n'est pas 40% du PIB. Et donc, il est essentiel, si on veut sauver notre planète, de basculer de l'économie de la mort à l'économie de la vie, de faire en sorte qu'une partie plus grande de notre production aille dans ces secteurs. Ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de l'automobile aux moyens de transport collectif, qu'on augmente la durabilité des objets, qu'on les utilise beaucoup plus longtemps, qu'on fasse beaucoup plus de recyclage, qu'on élimine autant qu'il est possible l'usage des énergies fossiles. Et ça, une communauté, une ville peut beaucoup plus facilement être la ville de l'économie de la vie. Et La Rochelle, de ce point de vue, avec les moyens dont elle dispose et l'avenir qu'elle se prépare, peut être exemplaire. Merci Jean-François Fontaine. Quand vous entendez ça, est-ce que ça fait écho à un certain nombre d'initiatives que vous avez lancées ici à La Rochelle et lesquelles? Complètement. Tout d'abord, la relation au temps. On ne construit des politiques publiques fortes que dans la durée. Le court terme n'existe pas dans l'action publique ou alors on ne laisse pas grand-chose derrière. Deuxième élément, quand on est sur le terrain, on voit bien que les scénarios, au fil de l'eau, je vais dire ultra-libéraux, faisant attention parfois au sens des mots, ne fonctionneront pas dans l'avenir. On a besoin d'une maîtrise publique pour préparer notre avenir, parce que sinon, eh bien, ça sera l'économie du pétrole qui fonctionnera jusqu'à la dernière goutte, l'économie du gaz jusqu'au dernier mètre cube, et qu'on a besoin de prendre en main notre destin. Nous, le mot d'ordre que nous avons à l'agglomération, c'est agir pour ne pas subir. Subir, réparer, c'est toujours bien, mais c'est infiniment mieux que d'essayer de construire une société de demain. Et tous les collègues qui sont là sur la question alimentaire, je vois Mathilde qui est présente, Gérard sur les questions de zéro carbone, sont tous très engagés pour que nous essayions. Alors il faut rester humble, parce que les capacités d'action que nous avons restent mesurées. On va investir 1 milliard d'euros à l'échelle de notre territoire dans les 10 ans qui viennent. C'est à la fois beaucoup, mais pas énorme par rapport à la transformation de la société que nous souhaitons. Moi, je vois, vous savez, on est sur un territoire, il y a 40 ans, 50 ans, qui avait un taux de chômage énorme. La photo de La Rochelle des années 70, quand Michel Crépeau devient maire, n'est pas très brillante. On sort du colonialisme. Il y a eu une expo coloniale à La Rochelle avant-guerre. On sort d'une période, d'une greffe industrielle qui ne prend pas du tout. Donc les entreprises ferment, faillite, chantier naval,
Tout ça est une économie qui ne fonctionne pas. Et puis, Michel Crépeau, puis ceux qui l'ont accompagné, il n'était pas seul, bien sûr, vont amener plusieurs choses. Ils vont beaucoup travailler sur l'enseignement supérieur. La Rochelle est transformée par son enseignement supérieur. Quelques centaines d'étudiants dans les années 70 avec la Chambre de commerce, et aujourd'hui, plusieurs milliers d'étudiants sur l'université, bien sûr, Excelia, Lexi, enfin, le CESI, beaucoup d'écoles d'enseignement supérieur. D'abord, ça transforme. Quand je voyais tout à l'heure les jeunes arriver, ça transforme notre ville, qui aurait pu vivre une belle ville de retraités tranquille, mais la jeunesse nous bouscule, et heureusement. Donc cette dimension, puis la deuxième dimension que nous vivons aujourd'hui, c'est l'attractivité de notre territoire par l'économie du futur. En quelques jours, on a la chance considérable de voir les grandes locomotives qui auraient pu être fragiles. Je vais les citer. Alstom, qui double sa ligne de production de tramway, parce que les villes veulent de plus en plus de transport collectif électrique. Il y a quelques jours à peine, la présidente mondiale de Solvay choisissait une jeune femme brillantissime, une chimiste, choisissait La Rochelle pour deux éléments, les matériaux nécessaires pour la fabrication des batteries de demain, et également tout ce qui touche aux aimants pour les moteurs électriques. Et dans quelques jours, un autre groupe international va choisir La Rochelle. Pourquoi? Ce n'est pas fait, mais disons que c'est bien parti. C'est notre dimension, notre capacité à attirer des jeunes chercheurs du monde entier qui ont envie de vivre dans une ville engagée sur la transformation. Donc pour nous, c'est un vrai bonheur que d'avoir cette transformation et d'avoir un taux de chômage au passage qui s'est effondré. Donc il nous faut vraiment construire la société de demain par la preuve. Alors sur les mobilités, le plan vélo, je crois que c'est l'anniversaire aujourd'hui du plan vélo national, mais ici on n'a pas attendu. Le vélo est un moyen de déplacement massif à La Rochelle, avec des petits problèmes à régler autour, mais on va les résoudre. Mais on a encore des gros enjeux. On a un enjeu d'urbanisme et un enjeu de logement. Et les deux vont ensemble. Comment convaincre qu'il faut densifier les villes pour ne pas envoyer la population à 40-50 km de la ville-centre? Comment densifier les villes-centres de manière acceptable? Pas toujours facile de dire, ben voilà, il faut ramener des habitants là où sont les emplois, pour avoir la ville du quart d'heure, d'aller à pied, à vélo, en transport en commun, à son emploi. Il y a eu un peu de polémique parce qu'on va implanter, je sais que le directeur est dans la salle, l'hôpital. Certains avaient un modèle des années, il y a 40 ans, où on mettait l'hôpital sur les rocades. Faire un hôpital sur les rocades, ça veut dire qu'on peut y aller qu'en voiture. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut garder le lien entre un hôpital, qui est le premier employeur, et la cité. Ça fait sens, un hôpital dans une cité. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça avant. Et donc, voilà, il faut garder ce sens d'un urbanisme qui permette d'aller vers la transition énergétique, parce que si on ne le fait pas, après, il faut réparer. Il faut utiliser des moyens de transport coûteux pour aller loin, pour aller chercher les habitants, les ramener près des zones d'emploi. L'urbanisme est quand même la clé de tout. Après, il y a bien sûr les équipements, les transports publics, tout ce qu'il faut faire pour qu'une cité fasse sens. Et puis ici, à La Rochelle, un mot très fort sur la culture. C'est un des grands ADN de notre cité. Depuis longtemps, mes différents prédécesseurs, Michel Crépeau, Maxime Bonneau, nous ont engagés et on continue dans cette voie également, parce que c'est aussi ce qui fait sens dans une ville, c'est ce qui donne le bonheur d'être ensemble, la culture. Merci beaucoup. Et un dernier mot de votre part, Jacques Attali. Et oui, bravo pour tous ces engagements. L'ONU a fixé 17 objectifs de développement durable. Vous en avez peut-être entendu parler, les ODD. Ce sont des objectifs à atteindre pour 2030. Parmi ces ODD, il y a l'ODD 7 qui s'intitule justement « Énergie propre et coût abordable ». Jacques Attali, vous regardez souvent vers l'avenir et Jean-François Fontaine vient de le dire, une société ne peut se construire que sur l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur cette espérance d'une énergie plus propre pour 2030? Comment on peut y arriver? D'abord, il faudrait regarder ces ODD de façon régulière. Ça devrait être des sujets de conversation permanents. Lorsqu'on publie les résultats annuels, il faut que tout le monde les connaisse, il faut qu'on en débatte. Tout respect dû à la personne tout à fait honorable dont on a organisé les funérailles hier. Je rêverais qu'on passe une journée entière à aussi
suivi médiatiquement, à savoir ce qui se passe sur notre planète. À savoir que l'ODD sur l'énergie n'est absolument pas en état d'être atteint, que celui sur la santé non plus, que celui sur la pauvreté, c'est encore pire, étant sachant que dans l'état actuel de notre mode de développement, lutter contre la pauvreté, c'est aggraver la situation de l'énergie. Donc les ODD sont contradictoires, sauf à changer notre mode de développement et à rompre, et ce qui est très difficile, le lien entre croissance et consommation d'énergie, ce qui n'est possible qu'en basculant vers l'économie de la vie. Donc nous allons essayer ici, et ce que nous faisons, à montrer l'importance de suivre ce tableau de bord. Il y a quelque chose qui ne se mesure pas et très difficile à débattre et à analyser de façon objective. Les ODD existent, ils sont suivis par les Nations Unies d'une façon tout à fait sérieuse. Nous avons nous-mêmes établi des indices de positivité où on mesure la positivité des villes, des pays, des entreprises, dont certaines sont ici représentées. C'est en mesurant les choses qu'on va pouvoir les changer. Et sur l'ODD énergie, on est à des années-lumière, c'est le cas de le dire, de la bonne trajectoire pour atteindre les résultats. Je ne suis pas pessimiste, je pense qu'on peut gagner ce match. On n'a pas du tout perdu. Mais comme La Rochelle, vous n'avez pas cité cette autre dimension, puisque La Rochelle est aussi une ville merveilleuse dans un des sports qui met le plus cher, monsieur le maire. Mais vous auriez dû parler du rugby quand même. C'est une trajectoire magnifique qui montre que quand on veut, on peut, et que la question de l'énergie, c'est un peu comme le sport collectif. Quand on est spectateur, on peut être optimiste ou pessimiste pour l'équipe. Mais quand on est joueur sur le terrain, on n'est ni optimiste ou pessimiste. Il faut gagner le match. Et on est tous joueurs de ce match-là. Eh bien, on terminera sur cette note positive. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous recevoir pour toute cette journée. Merci Jean-François Fontaine. Merci Jacques Attali.